parce qu'il y a des choses aussi, des décisions qui sont prises par nous-mêmes, qui relèvent aussi de notre propre comportement. Quand on voit le comportement de M. Macky Sall, pourtant qui a fait quand même un travail appréciable au niveau du Sénégal, malheureusement qui va laisser derrière lui des traces indélébiles. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de la radio Bakami. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le 18 novembre 2023. Vous suivez notre radio, nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Gabriel Ndion, M. Gaïno et M. Miambalat. Vous êtes avec l'animateur M. Kayus Abelebe. Nous allons animer une émission comme d'habitude dans Bakami Innovant. C'est toujours parler d'actualité analysée par nos commentateurs et nos consultants qui, comme vous le savez, parlent non pas seulement en leur nom, mais au nom de ceux qui les consultent et ils essayent de parler, d'analyser l'actualité comme tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent. Alors je vous l'ai dit au départ, nous aurons aujourd'hui avec nous M. Ndion. Bonsoir M. Patrick Ndion. Ton micro est éteint. M. Ndion, bonsoir. M. Kayus. Bonsoir M. Kayus. Bonsoir M. Gaïno. Bonsoir M. Sosten. Très heureux de vous retrouver ce soir pour les différents thèmes, les différents débats que nous aurons. Merci beaucoup. Nous serons aussi en compagnie de M. Gaïno, politologue, analyste. M. Gaïno, bonsoir. Bonsoir M. Kayus, bonsoir M. Nambalat, bonsoir M. Gabriel Dion et bonsoir les auditeurs et bienvenue à la radio Innovant Bakambi. Merci beaucoup. Nous avons aussi M. Sosten, notre troisième invité. M. Miambalat, bonsoir. Oui, merci bien. Bonsoir, monsieur Kayus et Belébé. Bonsoir à monsieur Patrick Gabriel Ndion. Et bonsoir à monsieur Grégoire Gaïno. Bonsoir à nos auditeurs et auditrices qui deviennent fidèles à la radio. Et merci pour ceux qui nous font des remontées par rapport à toutes nos omissions. Merci pour leurs remarques. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Comme vous dites à très bientôt, ce que vous voulez dire à tout de suite, en fait. Hein, c'est comme ça vous dites. Oui, à très bientôt. Donc à tout de suite. À tout de suite. Merci beaucoup. Nous allons commencer l'actualité, évidemment, comme vous le savez, avec les thèmes qui sont à la lune. Hein. Actualité oblige, nous en avons parlé Afrique. C'est une surprise pour tout le monde ou c'est juste que c'était attendu? Le bilan a parlé, les Libériens viennent de parler. Monsieur Georges Weah reconnaît sa défaite aux Libériens. Il perd face à Monsieur Joseph Boakai. Est-ce que c'est un résultat qui, pour vous, n'est pas surprenant ou tout simplement, le grand Georges Weah a perdu la partie et comme il a souvent perdu des matchs, très rarement, mais celui-là, il a perdu. On va commencer par Monsieur Miambalat. Oui, merci bien. Bon, c'est une information qui nous arrive d'une façon abrupte, mais je pense que Georges Weah, à ma connaissance, il a eu 2 mandats. Si ce n'est pas 3, mais 2 mandats exactement. Donc, il était temps aussi qu'il laisse la place aux autres. C'est vrai, c'est un grand footballeur qui est rentré en politique. Il a fait du grand travail. De là où il était au foot, il s'est formé, il a fait ses études et c'est pour rentrer en politique. Donc, on a quand même quelqu'un que je trouve que c'est un démocrate. Il est battu et il se retire. C'est que à son honneur. Je trouve que c'est une bonne chose parce que le Libéria a longtemps connu des guerres, a longtemps été dans tous les sens, mais là au moins, par la venue de Georges Weah, c'était une bonne chose. Et c'est le premier Africain à diriger le Libéria. Donc je parle d'Africain, Africain autochtone à diriger le Libéria parce que jusque-là, des guerres, le Libéria a toujours été dirigé par les Africains qui sont revenus des États-Unis, donc les esclaves, ceux qui étaient rentrés de l'Afrique, raison pour laquelle dans l'histoire du Libéria, on parle de ce nom-là, Libéria, les hommes libres, qui revenaient des États-Unis, ceux qui ont les noms anglicisés là, les noms américains, les Taylor, les Samuel Doe, donc tout ça, mais George Weah
est venu un peu représenter les autochtones, c'est une bonne chose. J'espère qu'ils ne vont pas retomber sur leur passé avec des guerres. Voilà ce que je peux dire sur ça. Je félicite le vainqueur et le vaincu. Je pense que M. Weah a été élu qu'avec un seul mandat, M. Niambalata. Il a été élu en 2017 et le mandat dure 6 ans, donc ça fait 2023. Il a été élu et il a reconnu sa défaite avec élégance où il a dit « Le temps est venu de reconnaître notre victoire et donc de féliciter le candidat élu. » Monsieur Patrick Ndion, autant pour moi. Je vous en prie, merci. Moi aussi, je croyais aussi que c'était 2 ans, c'était 2 mandats. Monsieur Ndion, l'élégance politique de Georges Weah, un exemple pour les Africains? Bien sûr, c'est un grand exemple de fair play politique. Hein? Comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur Sosten, M. Sosten Niambala, eh bien, M. Joseph Boaké sera le 2e autochtone à briguer ce poste. Ce n'est pas un Africain venu des États-Unis, mais un Africain, un autochtone impur. Donc, c'est un exemple à suivre. C'est du fair play politique, de l'élégance politique. En tout cas, moi, personnellement, j'ai aimé quand j'ai vu que les résultats ne sont même pas finaux. Hein. C'est parce que plus de 90% des urnes ont été exploitées et il est arrivé à l'évidence qu'il y a à peu près plus de 123 000 voix de différence. Et il s'est dit, bon, écoutez, il a gagné, j'accepte ma défaite. Et il a appelé, donc, il a appelé M. Joseph Boaké et a reconnu sa défaite. Voilà, moi, c'est beau ça, c'est un beau geste politique. Voilà. Merci. Monsieur Gaino, Georges Weah qui perd, Georges Weah, le grand footballeur, sportif jusqu'à la fin, même en étant un homme politique. Quelle élégance. Monsieur Gaino. Il n'est pas connecté. D'accord, on a perdu M. Gaino, on va le retrouver tout à l'heure. On va revenir. Non, il est là, M. Gaino. Vous m'entendez pas? Non, maintenant. Vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Ouais, je disais que c'est vraiment l'élégance parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train de se poser la question sur le mode de gouvernance, sur la démocratie. Est-ce que cette démocratie convient à nos pays? C'est la question qui revient lorsqu'on entend les débats politiques africains. Et je crois que, pour ma part, je dirais que la démocratie n'est pas, comment dirais-je, l'apanage des Européens. C'est quelque chose qui peut s'appliquer à tout peuple. L'essentiel, c'est de reconnaître, et comme il vient de le faire, de reconnaître quand on est battu, d'accepter cette défaite et de se retirer et laisser les autres qui ont gagné prendre le pouvoir et travailler tranquillement. Oui, c'est vraiment de l'élégance, le mot est bien placé, puisque ce qui nous gêne, ce qui gêne les Africains, c'est justement les changements de constitution pour être réélus, c'est manipuler les élections pour être réélus, c'est des coups d'État constitutionnels et les coups d'État militaires. Et je crois que le Libéria vient de montrer là un exemple que d'autres pays africains devraient suivre, parce que s'il y a des coups d'État militaires, c'est parce que ceux qui sont au pouvoir manipulent les élections et se maintiennent au pouvoir. S'il y avait l'alternance, si on est battu, qu'on reconnaît véritablement qu'on est battu, on se retire, s'il y avait la transparence dans le mode électoral, je pense qu'on éviterait les coups d'État et l'Afrique pourrait mieux marcher. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va passer à l'autre actualité qui était du côté du Royaume-Uni, hein, comme on dit, vous traversez la Manche et puis vous apprenez là, hop, le Rwanda qui se bat pour pouvoir toujours accueillir des réfugiés dans son pays, des réfugiés qui seraient expulsés du Royaume-Uni, qui viendraient demander l'asile. Là, le Royaume-Uni a perdu en première instance et a fait appel à la décision de la justice anglaise qui avait dit que le Rwanda n'est pas un État démocratique, donc la sécurité n'y est pas garantie pour les réfugiés qui devaient être envoyés. La Grande-Bretagne a fait appel, elle est partie à la Cour suprême. La Cour suprême a confirmé en appel le Rwanda n'est pas un État de droit, donc la sécurité n'est pas garantie. Mais le Rwanda et le Royaume-Uni, enfin le gouvernement, vont trouver des solutions pour que ça se fasse. Alors, le Rwanda qui donne des exemples, qui donne des leçons en Afrique, leadership, est-ce que le Rwanda a besoin de réfugiés pour pouvoir développer son économie? Qu'est-ce qui fait que Kagame s'accroche à ça?
Monsieur Ndion, qu'est-ce qui fait qu'un État dit, entre guillemets, démocratique par ses dirigeants, veuille accueillir à tout prix des réfugiés sur son territoire, des réfugiés qui veulent aller plutôt dans un autre pays? Le vieux Patrick. Je ne vois pas une autre raison s'il n'y a pas un plan derrière la tête du président Paul Kagame. Parce que c'est pas normal, d'abord. L'Afrique n'est pas une poubelle, hein, où on prend tous ceux qui ont fait la prison, tous ceux qui sont des réfugiés, tous ceux qui sont des voleurs, tous ceux qui ont des peines à faire en Angleterre, étrangers et non étrangers, qu'on puisse les envoyer en Afrique et notamment au Rwanda. Si le président Paul Kagame n'a pas un autre plan derrière la tête, je ne vois pas l'intérêt. Je cherche la valeur ajoutée, même sur le plan économique et commercial, le plan des affaires, je trouve pas. J'ai beau réfléchir, tourner et retourner cette question pour me dire quel est l'intérêt, quelle est l'importance, quel est l'intérêt pour le gouvernement rwandais de recevoir des centaines et des centaines, des milliers de toute personne qui a commis des infractions, que ce soit des infractions délictuelles, contraventionnelles ou criminelles, ou des réfugiés en Angleterre, les recevoir là-bas sur sa terre. D'abord, il a une petite terre, pour ne pas dire une petite superficie. Bon, ils sont suffisamment nombreux pour la superficie de l'eau. Et il veut recevoir encore des gens. Je ne vois pas l'intérêt. Et donc, si logiquement, il n'y a pas d'intérêt, c'est que M. Paul Kagame, je peux peut-être lui prêter des intentions, je m'en excuse, il doit avoir un autre plan derrière la tête. Je chute. Oui, mais on dit que c'est surtout sur le plan de vue économique, le Rwanda recevrait de l'argent de la part du Royaume-Uni. Hein, c'est chiffré à des millions. Et est-ce que la traite humaine, entre guillemets, ce que veut faire le Rwanda et le Royaume-Uni, ce n'est pas de la traite humaine déguisée pour pouvoir donner au Rwanda de l'argent pour des populations dont l'Angleterre veut se débarrasser? Est-ce qu'économiquement, ce n'est pas aussi une forme de traite humaine qui se déguise, monsieur Gaïno? Oui, bon, on peut le supposer, on peut dire que c'est une traite humaine, parce que on ne comprend pas, comme venait de dire M. Dion, un petit pays comme le Rwanda, qui a aussi une forte population, quand même chercher à recevoir les réfugiés qui viennent en Angleterre moyennant de l'argent, c'est qu'il y a quand même, on peut se poser de nombreuses questions. Qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà. Que se cache-t-il derrière cette intention Kagame de recevoir les réfugiés? Et pourquoi les réfugiés qui viennent en Angleterre? Pourquoi cet accord avec l'Angleterre? Bon, là, heureusement que je crois que c'est la Cour constitutionnelle anglaise qui a rejeté justement cet amendement-là, ou comment j'allais dire, cette proposition de loi. Voilà, cette proposition de loi. C'est la Cour suprême, la Cour suprême qui a rejeté l'appel. La Cour suprême anglaise. C'est la Cour suprême, merci bien. Merci de cette précision. La Cour suprême qui a rejeté cette proposition de loi, heureusement. Non, qui a rejeté l'appel à la Cour. C'est pas une loi, c'est l'appel à la Cour. Ok. Bon. Et donc, je pense que là, ça bloque même ces initiatives expansionnistes, parce que on voit déjà qu'il y a des Rwandais au Congo, et pourquoi il veut recevoir, alors qu'il prend des Rwandais qu'il vient mettre au Congo Brazzaville, et pourquoi veut-il recevoir encore des réfugiés, alors que ses propres concitoyens, il les exporte. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on peut parler qu'il y a anguille sous roche. Parce qu'en même temps, il expatrie ses propres concitoyens et il veut en recevoir davantage. Mais les étrangers. Alors, on ne comprend rien. Je pense que cette politique est dangereuse. L'Afrique a besoin de paix. L'Afrique a besoin de se développer dans la paix, dans la tranquillité. Mais je ne sais pas quelles sont les velléités de M. Kagame en proposant de recevoir les immigrés chez lui. Je me pose aussi beaucoup de questions. Je pense qu'on est nombreux. On n'aura pas de solution aujourd'hui. Mais on peut quand même y mettre pas mal d'hypothèses. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, dernière actualité, hein, pas des moindres, c'est, comment dire, c'est Sonko au Sénégal, qui de nouveau, lui aussi, le gouvernement fait appel
de la décision du tribunal qui reconnaissait qu'il avait le droit de se présenter aux élections présidentielles. Et là, peut-être la Cour de justice, la Cour d'appel, donne raison au gouvernement. Sonko perd de nouveau les droits d'être éligible. Alors, on a des décisions de justice qui sont beaucoup contestées en Afrique et puis dans plusieurs pays au monde. Là encore, la justice dit le contraire de ce que le tribunal avait dit. Sonko est-il vraiment un boulet pour Macky Sall? Et Macky Sall en a fait son adversaire juré avant de partir. Il faut qu'il ait le scalp, comme on dit, de Sonko, Ousmane Sonko. Monsieur Ndiaye. Est-ce que... Excusez-moi, monsieur Caius, Oui. mais quand vous faites, excusez-moi, une émission, il faut distribuer la parole. Sur le Rwanda, vous passez sur un autre sujet. Je ne suis même pas intervenu sur ce sujet. Pardon, excusez-moi. J'ai cru que... J'avais aussi un point de vue à donner. Ah, pardon, c'est pas une discrimination, hein, excusez-moi, je ne vous ai pas censuré. J'ai cru que vous aviez intervenu. Allez-y, monsieur Ndiaye, vous parlerez peut-être plus tard. Pas peut-être, mais après. Monsieur Miambalate, autant pour moi, excusez-moi. Allez-y. Le Rwanda, Non, c'est du business mais ou sur Oui. Moi, bon, je ne peux pas m'éterniser sur ça. C'est des peuples déjà mythiques et il faut se référer au livre même de notre frère africain, panafricain du Cameroun, qui a écrit un livre sur ça, sur l'idéologie du Rwanda. Déjà, vous savez que le Rwanda a autour de 26 ou 28 000 km² pour une population de plus de 13 millions d'habitants. Vous voyez que la densité est très forte. Déjà, sur ce point, on peut dire que le Rwanda ne peut pas recevoir des masses de réfugiés. Donc, ça a des faits mercantilistes. C'est le but. Le but est financier. Et puis, aider leur expansion en Afrique centrale vers là où il y a les Bantous. Ils ont une politique pour avoir des terres. Donc, voilà le grand problème du Rwanda. Et à la tête, c'est Paul Kagame. Ce n'est pas les Rwandais, mais je parle plus du gouvernement de Paul Kagame qui risque de déstabiliser toute cette zone-là. Donc, c'est un problème d'argent parce que le Rwanda n'est pas grand. La densité est 13 millions, 26 000 km². Mais vous ne voyez pas que c'est de la folie. Et il a traité, c'est avec pas le gouvernement, c'était le gouvernement de l'ancien Premier ministre. Mais comme il n'est plus là, les gens trouvaient que bon, c'était une mafia qui ne servait à rien, c'était plus l'argent qu'ils cherchaient. Voilà à peu près ce que je peux dire. D'accord. On peut penser donc je peux vous compléter. Oui, allez-y, monsieur Ndiaye. J'aimerais compléter en une minute, juste monsieur Sosten Miambala, pour dire que le Rwanda n'est pas le seul pays qui a été contacté. Hein. Tous les pays du Commonwealth ont été contactés. Tous ont refusé, sauf le Rwanda qui a accepté. Voilà. D'accord. Ce qui prouve que l'argent est le moteur, ou alors il y a une espèce de non-avoué qui dit que le Rwanda veut, comment dire, diversifier, entre guillemets, sa population. Donc les raisons sont et mercantiles, c'est vrai, mais aussi politiques, hein, comme l'a dit Sosten. Et la partie mercantile, le pognon, c'est vrai, mais aussi la partie politique, qui ne dit pas son nom. D'accord. Tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur Miambalate, on va commencer avec vous pour ne pas que je vous perde, encore une fois, que je ne vous oublie pas. Surtout, on va parler du Mali. Mali, Kidal libéré, les Français, l'ONU, les Nations Unies. En fait, monsieur Sonko, on avait commencé là-dessus, mais Sosten est revenu sur le sujet. Autant pour moi. Revenons d'abord sur Sonko, sur le frère de M. Ousmane Sonko. Alors, autant pour moi, parce que je suis parti dans tous les sens. Donc, on va rester avec M. Miambalate. Monsieur Miambalate, Ousmane Sonko, de nouveau inéligible. Est-ce que c'est la Cour qui dit le droit et on accepte, évidemment, mais je souligne que M. Sonko a fait appel. Est-ce que c'est plutôt le président Macky Sall qui influence la Cour et qui considère que son combat avec Sonko n'est pas fini tant que pour lui, Sonko ne pourra jamais diriger le Sénégal? Mais je pense qu'en Afrique, généralement, la justice est le quatrième couteau du pouvoir. Donc, il y a l'armée, il y a la justice et bon, les partis. Donc, quand tu maîtrises ça en Afrique, tu règnes en maître. Et le cas Sonko, c'est un cas que moi, personnellement, je savais qu'il n'allait pas être éligible. Parce que le président Macky Sall l'a ciblé pour la bénédiction de la France. Parce que si Sonko arrivait au pouvoir,
ça pouvait déjà créer des grandes difficultés. Déjà, il y a les 3 pays, s'il faut ajouter la Guinée 4, qui veulent quitter sur le giron français. Bon, la France ne laisserait pas le Sénégal être dirigé par quelqu'un, entre guillemets, qui est panafricain. Donc le jeune Ousmane Sonko, il a la popularité au niveau des jeunes et ça ne plaît pas au pouvoir de Paris et de Dakar. Donc il faut l'écarter pour que le successeur comment on l'appelle, du président Macky Sall soit élu, soit du parti de Macky Sall, ou quelqu'un qui est bienveillant envers la France. Tout le problème se résume dans ça. Ousmane Sonko, on les traite de tout, mais le fond, c'est l'écarter et que la France contrôle toujours le Sénégal. Voilà, préparé. Donc, ce n'est même pas une surprise, c'est une suite logique que Macky Sall et la France ont bien peaufiné. On n'est pas toujours en train de prêter à la France d'être derrière tout ce qui se passe, même si on sait qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a du pétrole qui va couler à flot et que, bon, Total, d'après ce qu'on a pu suivre, va se taper la grosse part, la part de lion, comme on dit, avec des conditions assez très favorables et qui font que beaucoup de Sénégalais se soulèvent et disent que le président Macky Sall, en partant, va, comment dire, brader le pétrole sénégalais. Est-ce que le combat se situe plus au niveau sénégalo-sénégalais ou est-ce qu'on fait aussi apparaître derrière des acteurs extérieurs comme on le fait souvent? Monsieur Gaïno? Oui, moi je dirais que c'est vrai, on a tendance à croire que tout ce qui arrive en Afrique est toujours téléguidé par la France. Moi, je ne cautionne pas cette idée-là ou cette opinion, parce qu'il y a des choses aussi, des décisions qui sont prises par nous-mêmes, qui relèvent aussi de notre propre comportement. Quand on voit le comportement de M. Macky Sall, pourtant, qui a fait quand même un travail appréciable au niveau du Sénégal, malheureusement, qui va laisser derrière lui des traces indélébiles par son comportement vis-à-vis de ces positions qu'il a prises face à l'opposition. Alors, on peut dire qu'il y a peut-être aussi quand même des choses qui se font à notre propre initiative. On va tout mettre sur le dos de la France. Il faut voir ça, que c'est notre comportement, nous. Lorsque on a eu un opposant qui a des idées, qui a comment dirais-je, la population derrière lui, qui devient très populaire, on veut absolument le combattre. Bon, mais par contre, pour le cas du Sénégal, on peut mettre aussi des réserves, si vous voulez, sur la France, parce que quand on voit comment M. Macky Sall et Alassane Ouattara se sont comportés durant leur mandat, on peut dire que la France n'est pas aussi innocente dans leur comportement. Elle n'est pas innocente dans leur comportement parce que on a vu comment ils ont été téléguidés pour le franc, ils ont échoué. On a vu comment ils prenaient part dans tous les problèmes mondiaux qui concernent l'Afrique ou qui concernent l'Europe. On a vu quand il y a eu les coups d'État au Niger ou bien un peu partout là, on a vu leur position. Bon, donc on voit quand même que c'est des gens qui sont... Et puis ils viennent toujours en France, hein, donc ils sont un peu téléguidés. Alors c'est là où je me contredis un peu. Ils sont téléguidés et ça aussi, on peut dire que voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je crois que les deux vont de pair. Il y a des choses dans certains pays qui viennent de nous-mêmes, de notre propre comportement, mais dans d'autres pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, je pense qu'on peut voir là aussi la main de la... D'accord. Alors, monsieur Dion, pour vous, les Africains devraient d'abord régler leurs problèmes entre eux plutôt que de voir toujours l'étranger derrière, même si l'étranger joue un grand rôle, parce que les intérêts font que les Occidentaux, ou entre guillemets, ce que je n'aime pas trop dire, mais quand on dit la chasse gardée de la France, le Sénégal est l'une des chasses gardées la plus gardée pour les Français. Moi, je ne connais pas, de par l'histoire, depuis nos indépendances, depuis 1960, que l'Afrique est relativement indépendante politiquement, je ne connais pas un seul chef d'État dans le carré français, au niveau de l'Afrique francophone et de l'Afrique francophone centrale, l'Afrique centrale et l'Afrique francophone de l'Ouest, je ne connais pas un seul président qui ait été élu sans qu'il ait la main noire de la France. Je ne connais pas. Si vous en connaissez, citez-moi un.
depuis Léopold Sédar Senghor jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, moi, de par ma formation professionnelle, ma formation intellectuelle, je n'aime pas trop commenter les décisions de justice. Donc, ça, c'est une décision de justice. Se mettre à commenter une décision de justice, c'est... je pense pas que ce soit propre. Bon, je reconnais que... Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut reconnaître que dans tous les pays du monde, et notamment au Sénégal, nous avons les trois pouvoirs qui sont normalement libres et indépendants. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc moi, je pars du principe que le pouvoir judiciaire, au lieu de prêter des intentions aux uns aux autres, le pouvoir judiciaire est autonome, est indépendant. Et donc, une décision de justice qui a été prise pour écarter pur et simplement Ousmane Sonko de la course présidentielle est une décision de justice. Donc, est une décision de justice. Moi, je préfère pas la commenter. Mais nous devons quand même savoir que Ousmane Sonko, ses problèmes ont commencé, historiquement parlant, quand il a dénoncé le contrat pétrolier signé entre la France et le Sénégal après la découverte de l'or noir. Et donc, par rapport à ça, on peut se poser des questions sur non seulement l'inamovibilité du système judiciaire sénégalais ou des magistrats, mais également sur l'œil du président Macky Sall. D'accord. Mais bon, seule l'actualité nous dira les suites. Hein. Ce qui est sûr, c'est que les avocats de Sonko se sont pourvus, je crois, en cassation, et on verra la suite. Alors, entrant dans le vif du sujet, les autres sujets qui sont l'actualité, mais on parlera donc tout de suite de Kidal au Mali. Mali, ils ont libéré Kidal, ils ont libéré une ville qui était occupée par des islamistes, dit-on, extrémistes, et il y a eu un déploiement de forces incroyable de l'armée française et de ce qu'on appelle la communauté internationale. Il a fallu au Mali moins de 2 ans, ou moins de 3 ans. Alors, et les Occidentaux, eux, ont occupé le Mali plus de 5 ans, n'ont pas pu arriver à chasser ceux qui occupaient ce territoire. Ce qui fait dire sur la toile qu'il y avait autre chose. Est-ce que l'armée malienne, pour vous, moins équipée, était plus aguerrie que toutes ces armées occidentales qui étaient venues combattre comment on dit, le terrorisme dont on dit aujourd'hui qu'il n'est pas reconnu en droit international? Monsieur Gaïno. Oui, mais c'est vrai, il faut d'abord féliciter l'armée malienne qui a récupéré ce foyer qui est le foyer de la rébellion de la rébellion Touareg. Donc, en récupérant ce foyer-là, je pense que le Mali avance dans la prise dans le contrôle de son pays. Mais par rapport à ta question que tu as posée, il faut savoir que la France, on peut se poser la question comment la force de l'ONU qui était là n'a pas pu faire reculer les terroristes, et les terroristes étaient aussi armés, même plus armés que l'armée malienne. C'est là la question, c'est celle-là. Et qui arme cette rébellion-là? Qui arme? Comment ils peuvent posséder des armes modernes? C'est vraiment la question que je me suis toujours posée. Et on peut voir le dire partout. Enfin, quand même, je pense qu'il y en a un qui arme cette rébellion-là. Donc, ce qui vient d'arriver, c'est que le Mali s'est doté de l'armement, aidé par la Russie. On a vu aussi qu'il y a les forces de Wagner qui sont aussi avec les Maliens, qui encadrent l'armée malienne, qui travaillent l'armée malienne. Et aujourd'hui, je pense que le Mali est en train d'avancer d'avancer vers la victoire pour reconquérir au moins l'ensemble de son pays. Bon. Je crois que c'est une... il faut voir que c'est une force, l'armée malienne est une force militaire qui aujourd'hui s'organise assez bien pour pouvoir faire face à cette rébellion. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les Français et les autres puissances occidentales n'étaient pas à la hauteur, ou comme les Maliens le disent, il y avait une forme de suspicion dans la volonté occidentale de vraiment quitter, de libérer Kidal?
Ben, forcément, on peut le dire, puisqu'ils ont échoué. Ils ont échoué, ils étaient incapables de reprendre Kidal. Donc, ils ont échoué. Donc, on peut dire qu'il y avait une volonté délibérée de laisser le Mali s'effondrer. D'accord. Monsieur Miambalat, une volonté absolue de pouvoir contrôler le nord du Mali ou bien Kidal et puis de faire en sorte qu'on y reste le plus longtemps possible parce qu'il y avait sûrement des richesses comme les Africains pensent. Mais déjà, je veux toujours revenir parce que les 14 pays francophones, c'est un précaré français. Donc rien ne peut se faire sans la France. Pour revenir un peu sur l'historique du Mali, vous savez bien, l'opération Serval, menée par Nous avons quelqu'un qui a mis le haut-parleur et du coup on entend nos voix. Allez-y, monsieur Miambalat, ça a été coupé. Oui, donc je disais l'opération Serval de François Hollande à la demande des autorités maliennes, notamment le président Ibeka, en 2013. Ça prouve que on est toujours, qu'on le veuille ou non, la main noire française est toujours là. Et quand le Mali demande à la France, d'un côté, de l'autre côté, la France excite les rebelles Touaregs. Parce que Kidal, c'est une zone riche, c'est une zone vraiment, donc ils promettaient un pays aux Touaregs. Pour que le Mali, c'est un grand pays, ils ont au moins 2 millions et quelques de kilomètres carrés. Donc, ils voulaient qu'il y ait un État Touareg, entre guillemets, presque des Arabes. En 2013, un combat, il y avait l'opération Takuba, donc la force européenne. Il y avait la MINUSMA, la force onusienne, et les soldats français. Donc, 3 entités militaires. Au Mali, ils sont restés 10 ans, de 2013 à 2023, sans résultat. Bien au contraire, il y avait trop de problèmes. En plus, ce qui amène la suspicion à la France, puisque l'armée malienne, dont l'un des combattants était le président actuel du Mali, Assimi Goïta, ils sont arrivés à l'entrée de Kidal, mais ils ont été empêchés, interdits de rentrer dans Kidal. Ça entraîne quand même des suspicions. Même si la France, on a cru que non, c'est la France ou bien les Africains ne font rien, mais ça c'est déjà une preuve irréfutable que la France, sa main noire est toujours là, mais pour quel intérêt? Mais comme disait le général de Gaulle, entre les pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc ils sont là pour les intérêts, pour les richesses du Mali. Mais voilà que quand Goïta en 2021, il prend le pouvoir, en 2 ans, ils sont rentrés dans Kidal, ils ont récupéré Kidal, ça prouve que la France ne voulait pas le faire. Moi, j'aimerais compléter les FAMA sont arrivés, ils ont pris Kidal, que maintenant, le Mali, de mon point de vue, est un et indivisible. Donc voilà ce que je peux dire, c'est bravo aux autorités maliennes de transition, bravo au peuple malien qui a eu une vision, qui a soutenu ces militaires au pouvoir, même si je n'aime pas trop le pouvoir militaire, mais ce pouvoir-là de Goïta est assez salvatrice. La preuve, les Maliens ne veulent qu'il continue, qu'il empile les élections, qu'il reste au pouvoir, puisque lui, en face, il n'a personne. Goïta n'a pas de candidat à son égal, il n'y a personne. Donc s'il veut être candidat, il sera élu démocratiquement, même étant militaire. Voilà, bravo au peuple malien. C'est un grand peuple, même historiquement, avec les Samori Touré, en tout cas, c'est un peuple qui a toujours été très, très, très amoureux de leur pays. Ils aiment leur pays, même si certains pensent qu'il y a beaucoup d'analphabètes, mais ils comprennent bien, ils ont l'amour du pays. C'est du patriotisme malien. Donc, on va prendre ça pour exemple. Merci. Monsieur Ndiaye, vous vouliez parler? Moi, je pense que Sosten a tout dit. Hein. Sosten a tout dit, on peut passer à un autre sujet. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit, M. Caius. Donc, le fruit est là. Les Français sont restés 10 ans. Kidal n'a jamais été libéré. Et maintenant, l'armée nationale malienne est venue à bout avec ses petits moyens, est venue à bout. Petit, j'enlève le mot petit, ils ont reçu une dotation de l'armée russe, de la part de la Russie, et ils sont arrivés à reconquérir l'ensemble du territoire national, sinon à reconquérir la ville de Kidal. Donc, on reconnaît là par son fruit, le fruit est bon, félicitations à l'armée nationale malienne.
Point. Merci beaucoup. Je voulais ajouter, pardon. Allez-y, monsieur Gaïma, plutôt. Allez-y. Oui, merci bien. Parce qu'il faut aussi, bon, nous sommes un peu enthousiastes, mais il faut savoir, RFI avait posé la question, à l'un des principaux chefs du cadre stratégique permanent, là, donc des rebelles, des rebelles. Et en fait, la réponse pour ce chef-là, c'est que pour eux, ils vont poursuivre le combat. Ils vont poursuivre le combat et même l'élargir. Donc, ce qui veut dire que la guerre est entrée dans une nouvelle phase. Ça va prendre une nouvelle phase qui pourrait même s'étendre bien au-delà de Kigali. Donc, le Bamako, encore, le Mali, encore, des jours, peut connaître encore des jours sombres, puisque les rebelles veulent intensifier leur guerre, leur occupation à travers tout le territoire. Donc, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini, puisque c'est vraiment leur objectif. Mais espérons que l'armée malienne arrive à bout à les déloger, puis à les faire déguerpir de l'espace qu'ils occupent maintenant là. Parce que là, Kidal est libéré, mais ils sont en train de repousser vers d'autres zones et s'organiser pour remener, pour continuer à combattre. Voilà cette précision que je voulais dire par rapport à la réponse qu'a donnée Monsieur Gaïdo, nous restons optimistes. Nous restons optimistes. On dit jamais 1 sans 2, jamais 2 sans 3. Nous avons commencé avec cette victoire. L'armée malienne s'est réorganisée et est dotée, bien dotée de par la Russie. Eh bien, comme on a gagné Kidal, ben on va gagner aussi les autres territoires aussi. Et parmi l'une des fonctions régaliennes de toute armée, c'est la protection de l'ensemble du territoire national, la reconquête de l'ensemble du territoire national. Ben on arrivera à bout avec l'aide de notre peuple, notamment du peuple malien. Mais je pense aussi que le peuple, les rebelles Touaregs, ils sont dans la débandade. Dès lors que leur bastion, Kidal, est au même des Fama. En plus, les Fama ont installé un chef politique, un gouverneur de Kidal. Et les rebelles sont dans la débandade, ils sont repoussés vers l'Algérie. Donc, je ne vois pas comment ils vont encore occuper d'autres localités. Ça sera comment on appelle, c'est un peu la guérilla. C'est normal, quelqu'un, quand il est vaincu militairement, il ne peut pas dire que non, je baisse les armes. Il est obligé de dire non, c'est pas fini, nous nous organisons, tout ça. Mais en fait, la défaite est là. On a vu comment les FAMA les ont pilonnés. Avec les drones, ils étaient dans la débandade, il y en a qui couraient. Ils ne savaient pas là où ils partaient, les voitures étaient là. Donc moi, en tout cas, je suis optimiste. Je crois que Goïta, l'année prochaine, je crois que son mandat fini, la transition finie, il va organiser l'élection. Nous prions, nous souhaitons que, Inch'Allah, le Mali va retrouver la paix. Ouais, mais sauf que M. Ataï Ahmed, qui dirige ce comité-là, pour lui, il dit que les forces se sont retirées, qui n'ont pas été vaincues ni détruites, et encore moins anéanties, et qui ne déposeront pas les armes. Donc, il faut dire que quand même, que la lutte va encore quand même exister, qu'il y aura toujours encore des jours sombres au Mali. Bon, c'est le souhait un peu de tout le monde que cela s'arrête, si vous voulez. Mais c'est pour dire que ça continue, ça va continuer encore. Donc ils vont se réarmer. Mais le comble est que la France a fait un piège. D'abord, le retrait de la MONUSMA et de l'armée française qui s'était déjà un peu retirée, c'était prévu le 15 novembre. La fin. Mais curieusement, ils ont précipité leur retrait autour du 30 ou 31 octobre, sans même avertir. Donc, ils n'ont même pas déjà respecté les accords signés avec le gouvernement, les autorités maliennes. Ils ont surpris les autorités. En se retirant, ils savaient qu'ils laissaient la place aux rebelles Touaregs. Et l'armée malienne avait bien compris cela, parce qu'ils ne sont pas précipités à occuper Kidal. S'ils se précipitaient, ils devraient être pilonnés par les rebelles. Mais ils ont reçu l'ordre des autorités supérieures de ne pas se précipiter sur Kidal.
Donc, ils sont restés en marge. Et c'est là où les rebelles sont rentrés dans Kidal, pensant que la France et la MONUSMA les avaient donné le territoire. Or, c'est ce qui a fait que les Fama gagnent ce combat-là. Ils ont laissé les autres rentrer dans Kidal, et puis quelque temps après, ils sont venus les encercler. Voilà, leur victoire est partie de là, des stratégies militaires qu'ils ont compris. S'ils partaient le 31 octobre, ça serait une perte pour les Fama. Mais Dieu merci qu'ils avaient compris, donc ils ont pris les rebelles en étau. C'est ce qui a fait leur victoire. Mais la France, au lieu d'attendre, respecter les accords du 15, non, ils se sont précipités à partir et le piège s'est refermé sur les alliés de la France. Oui, on peut aussi penser que la France a donné le feu vert aux autorités maliennes pour dire venez parce qu'ils sont là, nous on part, mais venez. C'est aussi possible, hein, monsieur Myambalat. On va passer. Tout à fait. Voilà. Oui. Je pense que cette idée peut aussi être étudiée parce que quand on voit comment leur chef, Taï Ouattara, là, qu'il affirme qu'ils n'ont pas été anéantis, qu'ils vont continuer dans la région de Tombouctou, Gao, tout ça là, je pense que, bon, mais seulement le fait qu'ils ont perdu quand même leur passion, c'est important pour l'armée malienne, mais il faut espérer que la paix n'est pas encore, elle sera pour demain. C'est un peu comme en Israël, le Tsar est en train de pilonner Gaza, en train d'affaiblir le Hamas, mais le Hamas ne s'avoue pas vaincu. Donc, c'est bon, en fonction. Wait and see. On verra. Merci beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est que l'armée malienne est déterminée à récupérer l'ensemble de son territoire. Hein. Ce qui est une bonne nouvelle pour les armées africaines qui peuvent suivre l'exemple de l'armée malienne, dont, comme vous avez dit, souvent on considérait que les Maliens étaient les plus faibles, mais on voit très bien que le patriotisme et la volonté malienne est en train de vaincre beaucoup d'obstacles. Merci beaucoup.